19h, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les principaux titres de ce dimanche 9 janvier. Le Mali en attente de la décision de la CEDEAO qui s'est réunie aujourd'hui à Ankara au Ghana. Hier, les envoyés maliens ont présenté un nouveau calendrier pour sortir le pays de la crise. Nouvelle journée de protestation au Soudan. Des milliers de manifestants ont de nouveau investi les rues pour protester contre le gouvernement en place. Situation toujours aussi tendue au Kazakhstan, selon un bilan du ministère de l'Intérieur qui fait état d'une dizaine de morts et de centaines de blessés et près de 6000 arrestations. Sport football très attendu par les amateurs du ballon rond. La CAN 2021 a débuté aujourd'hui après une cérémonie haute en couleurs. Les Lions indomptables réussissent leur entrée avec une victoire face au Burkina Faso par le score de 2-1. Alors qu'un sommet extraordinaire des dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se tenait aujourd'hui, les envoyés maliens ont présenté un nouveau calendrier pour sortir le pays de la crise. Leïla Guertal. Les autorités maliennes ont établi un nouveau calendrier pour la CEDEAO à quelques heures seulement de la tenue du sommet extraordinaire attendu aujourd'hui à Accra, la capitale ghanéenne. Ce chronogramme revisité, dont les points retouchés n'ont pas encore été dévoilés, a été présenté samedi au président de la CEDEAO, le président tchadien Nana Akufo-Addo, rapportent les médias. Ce calendrier de la dernière minute représente pour les autorités maliennes une sorte de bouée de sauvetage pour éviter le poids des sanctions économiques sur le Mali. Une sorte aussi de distance parcourue à mi-chemin permettant de trouver un compromis. Ce pas est très révélateur de la part de la transition, démontrant sa bonne volonté de sortir de la crise dans laquelle est plongé le Mali et non d'être un facteur bloquant. On peut considérer que la balle est mise dans le camp de la CEDEAO, mais pas avant de connaître les détails du nouveau chronogramme. Assimi Goïta a dépêché 2 de ses ministres auprès du président ghanéen afin d'apaiser le courroux d'un certain nombre de chefs d'État ouest-africains. Ces nouvelles propositions pourraient constituer une sorte de zone médiane de compromis et de concessions qui ménagerait les uns sans désavantager les autres. Une nouvelle journée de protestation au Soudan. La situation est toujours aussi tendue. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Khartoum, mais aussi dans d'autres villes pour protester contre le pouvoir en place. Du gaz lacrymogène a été tiré par les forces de l'ordre pour tenter de disperser la foule. Amin Tota. Des pourparlers entre civils et militaires au Soudan au cours de la semaine sous l'égide de l'ONU. Annonce faite par l'envoyé spécial onusien Volker Perthes en vue de dénouer la situation de crise que connaît le pays depuis le 25 octobre passé. Et pour une première étape dans les discussions, une conférence de presse sera organisée entre les parties prenantes. Pour sa part, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra le 12 janvier une session informelle consacrée aux derniers développements au Soudan, après une demande approuvée par 6 des 15 pays membres du Conseil. Une initiative onusienne saluée par plusieurs institutions et pays tels que la Ligue arabe, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont appelé les acteurs politiques soudanais à saisir cette opportunité pour assurer la transition dans le pays. Une transition qui a du mal à se mettre en place depuis le renversement du régime Omar al-Bashir en 2019. Depuis cette date, les relations se sont frémies entre la composante civile et militaire du pays. Le dernier coup de force qui a eu lieu le 25 octobre passé s'est enchaîné par des manifestations sans cesse dans la capitale Khartoum et dans d'autres villes du pays. Au total, et depuis plus de 2 mois, la répression des manifestations a fait 60 morts et des centaines de blessés, selon le comité central des médecins soudanais. Et selon l'agence de presse sahraoui, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, prépare sa première tournée dans la région du Maghreb. Selon des sources, il serait attendu samedi dans les camps de réfugiés sahraouis.
Et les rebelles du Tigré ont accusé samedi le gouvernement d'Ahmed Abeid d'avoir tué des dizaines de personnes dans un camp de déplacés du nord du pays. Le porte-parole du TPLF, Getachew Reda, a déclaré sur Twitter qu'une attaque de drone contre un camp de déplacés a coûté la vie à 56 civils innocents selon un bilan provisoire dans la petite ville de Dédébit, au moment où le gouvernement montrait des signes d'ouverture en faveur d'une réconciliation nationale. Par ailleurs, plusieurs personnalités de l'opposition éthiopienne ont été libérées samedi après une amnistie décrétée la veille par le gouvernement. Et en Tunisie, les chutes de neige depuis samedi ont provoqué le blocage de certains réseaux routiers dans le gouvernorat de Siliana, au nord-ouest du pays, causant l'interruption du trafic. Pour faire face à la situation, les autorités compétentes ont appelé les usagers de la route à une vigilance maximale. Les services de météorologie ont indiqué qu'une baisse de température sera enregistrée à partir de cette nuit sur les hauteurs de l'ouest. Et le ministère turc de la Défense a annoncé la mort de 3 de ses soldats par un engin explosif placé par des terroristes à la frontière avec la Syrie. La même source a indiqué dans un communiqué que l'explosion s'est produite à la frontière syrienne dans la ville d'Achakale, située dans le sud-est du pays. Des pourparlers américano-russes pour éviter un conflit. Durant toute cette semaine, les deux pays vont tenter des négociations pour une sortie de crise, alors que la Russie est accusée d'avoir amassé 100 000 militaires à la frontière ukrainienne. Moscou a exclu toute concession. Et à la veille des négociations de Genève au sujet de la crise ukrainienne, des diplomates américains ont rendu publique une liste de sanctions militaires, économiques et technologiques applicables en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie, une invasion réfutée de tout temps par le Kremlin. Les détails avec Sohila Kilal. C'est demain que débutera à Genève le dialogue entre les Russes et les Américains au sujet du conflit russo-ukrainien. Les deux parties vont tenter de trouver des compromis afin de désamorcer une situation déjà tendue depuis des mois et éviter une escalade. Washington et ses alliés ont déjà élaboré une liste de sanctions militaires, économiques et technologiques applicables en cas d'invasion de l'Ukraine. Selon les diplomates américains, les Occidentaux prévoient comme sanction d'isoler les grandes institutions financières russes du marché mondial pour affaiblir directement l'économie ou d'empêcher l'entrée en fonction du gazoduc Nord Stream 2. Le gel des exportations de produits américains utilisés par les différentes industries russes, notamment l'armement et l'aérospatiale. Les exportations de produits de consommation comme les téléphones, les ordinateurs américains devraient également être interdites. Les États-Unis prévoient également de fournir en armement les Ukrainiens pour combattre les soldats russes si nécessaire. En révélant cette information, les États-Unis espèrent influencer les décisions de Vladimir Poutine, car certains hauts responsables redoutent que le président russe décide d'envahir l'Ukraine si les pourparlers de Genève ne répondent pas à ses attentes. Et au Venezuela, les électeurs de l'État de Barinas étaient appelés dès 6 heures ce matin pour désigner le gouverneur de l'État vénézuélien de Barinas, lieu de naissance de l'ancien président Hugo Chavez et bastion du parti au pouvoir. L'élection qui se déroule pour la deuxième fois. Le 21 novembre dernier, le candidat de l'opposition était en tête, mais sa candidature a vite été disqualifiée par la Cour suprême qui avait annoncé que Superlano faisait l'objet d'une enquête administrative et qu'il n'était donc pas autorisé à se présenter. On reste en Amérique du Sud, au Brésil. La chute d'un pan de falaise sur des bateaux naviguant dans un lac très touristique de l'État du Minas Gerais, au sud-est du Brésil, a fait au moins 7 morts et 3 disparus. Selon un nouveau bilan communiqué par les pompiers locaux, le précédent bilan faisait état de 6 morts et 20 disparus et plus de 32 blessés. Santé, Covid-19, nouvelle tension en Europe. Les Français ne décolèrent pas. Les règles sanitaires imposées par l'exécutif ne passent toujours pas. Plus de 100 000 personnes ont manifesté en France contre le pass vaccinal. Ils dénoncent une atteinte à leur liberté. Alors qu'à Vienne, en Autriche, les manifestants protestent contre l'obligation vaccinale. Les précisions de Naïla Ithamoud. Ils disent non au pass vaccinal.
Plus de 100 000 manifestants ont battu le pavé dans plusieurs villes de France. Une mobilisation en nette hausse quelques jours après les déclarations controversées du président français Emmanuel Macron au sujet des non-vaccinés contre la Covid-19. Selon le ministère de l'Intérieur, les manifestants étaient 4 fois plus nombreux que le 18 décembre dernier. À Paris, plusieurs milliers de personnes avaient répondu à l'appel des patriotes de Florian Philippot. Ces rassemblements se sont déroulés dans le calme, même si quelques débordements ont eu lieu. Pour rappel, le projet de loi sur le pass vaccinal, adopté par les députés jeudi, devra passer devant le Sénat la semaine prochaine. À noter qu'en France, plus de 300 000 cas ont été recensés en 24 heures, en hausse de 38% par rapport à samedi dernier. Comme tous les samedis en Autriche, les anti-vaccins ont manifesté à Vienne pour protester contre la mise en place de l'obligation vaccinale à partir du mois de février. La manifestation a eu lieu alors que le gouvernement autrichien a également décidé de rendre obligatoire à partir de lundi le port du masque FFP2 en extérieur. Et le Royaume-Uni est au plus mal. Il devient le premier pays européen à dépasser la barre des 150 000 décès dus au Covid-19 depuis le début de la pandémie. Face à cette situation sanitaire critique, 200 militaires, dont 40 médecins, vont renforcer les effectifs des hôpitaux londoniens pendant 3 semaines. Des hôpitaux mis à rude épreuve par l'augmentation du nombre de patients et surtout par les mises à l'isolement des soignants. Près de 5 000 d'entre eux sont absents, la plupart atteints du Covid-19 ou cas contact, de quoi menacer la continuité et l'accessibilité aux soins. Et en Guinée, face à l'explosion des cas de contamination, une campagne de vaccination visant des jeunes de 12 à 17 ans a débuté aujourd'hui dans les régions de Conakry et Kindia, et ce jusqu'au 21 janvier. Des équipes de santé vont se rendre notamment dans les écoles avec pour objectif parvenir à immuniser complètement au moins 85% des adolescents de ces régions d'ici la fin du mois de février. C'est la première fois qu'une campagne de vaccination cible spécifiquement les jeunes en Guinée. Et en Inde, le nombre de cas Covid a doublé en 3 jours, plus de 140 000 cas en 24 heures. Un couvre-feu nocturne à 22 heures a été mis en place dans la plupart des régions. New Delhi, la capitale fédérale, va encore plus loin. Elle a annoncé un confinement pour tout le week-end. L'affaire Novak Djokovic, toujours en attente. Le tennisman numéro 1 mondial se préparait à défendre ses chances de jouer l'Open d'Australie en arguant demain, lundi, devant la justice, qu'il était dispensé de vaccination et pouvait entrer dans le pays après avoir contracté le Covid-19 au mois de décembre. L'audience en ligne devant le tribunal fédéral est prévue à 10h, heure locale. L'incertitude règne quant à la participation à l'audience de Novak Djokovic, toujours dans son centre de rétention à Melbourne. La Grande Populaire, qui a traversé le pays depuis le début de l'année 2022, a fait un lourd bilan humain et matériel d'après les autorités kazakhes au Kazakhstan. En effet, selon un bilan du ministère de l'Intérieur, il fait état d'une dizaine de morts et de centaines de blessés et près de 6 000 arrestations. Le point avec Tinhinan Makassi. Des morts, des blessés, des arrestations, des dégâts matériels estimés à près de 175 millions d'euros et le lourd bilan dressé par le gouvernement kazakh. Après une semaine d'émeutes et un calme timide qui peine à s'installer dans les principales villes du pays, en particulier à Almaty, la capitale économique, qui a été le foyer de cette contestation. Selon les autorités kazakhs, 2000 blessés et 26 morts sont à déplorer. Ce chiffre est largement contesté par la presse qui rapporte la mort de 164 personnes, citant le ministère de la Santé. Du côté des forces de l'ordre, le bilan est aussi lourd. Faisons état de près de 16 décès et plus de 1300 blessés dans leur rang. Les autorités affirment par ailleurs avoir placé en détention Karim Massimov, ancien Premier ministre, pour trahison après avoir été démis de ses fonctions de chef du Comité national de sécurité. D'ailleurs, selon la même source, près de 6000 émeutiers ont également été arrêtés au cours de cette semaine. Pour rappel, ce pays, plus gros producteur de pétrole d'Asie centrale et 12e réserve prouvée de brut au monde, traverse depuis le début de l'année une vague de violentes contestations en raison d'une augmentation des prix du gaz. Et nous allons à présent nous intéresser au monde de la téléphonie mobile. iPhone fête ses 15 ans ce 9 janvier, 15 ans que Steve Jobs a lancé le fameux téléphone
à écran tactile, une innovation qui continue à renflouer les caisses de la marque à la pomme. Les détails avec Iman Merat. And we are calling it iPhone. Il y a 15 ans, jour pour jour, feu Steve Jobs révolutionna le monde de la téléphonie mobile. Le 9 janvier 2007, le célèbre iPhone fut présenté au monde entier, 15 ans que le smartphone de la fameuse pomme détrône. À cette époque, le BlackBerry, le Nokia ou le Motorola étaient la référence en matière de technologie mobile. Des fabricants plutôt axés sur l'institution, proposant des appareils à caractère professionnel, envoi et réception des mails via une connexion 3G. Tout le monde s'arrachait le BlackBerry. Alors, l'annonce du lancement de l'iPhone fut sceptiquement, voire ironiquement accueillie. En effet, les cibles étaient différentes. Le géant Apple, avec son iPhone à $500, était à l'opposé de ceux que visent des géants de l'époque en matière de produits premium. La majorité développait des smartphones à destination des entreprises. Apple va pour sa part développer pour le grand public, avec des applications ludiques et des fonctionnalités basiques, avant d'élargir via ses mises à jour et ses nouvelles versions à l'entreprise. Une stratégie fort risquée, mais qui a fini sur le long terme par payer. Le coup de grâce sera l'écran tactile qui enterrera définitivement le téléphone mobile. Il y aura un avant et un après 2007. L'écran présenté par Steve Jobs avait la capacité multipoint qui permettait l'utilisation de plusieurs doigts simultanément. Ça nous paraît normal aujourd'hui, mais à l'époque, pouvoir juste zoomer sur une image en écartant 2 doigts, c'était quelque chose de révolutionnaire. La possession de l'iPhone devient de ce fait virale. Son succès s'explique par une combinaison du logiciel et du matériel pour proposer un produit incontestablement innovant et dont on devient inconsciemment dépendant. Au pays de Roger Mila et des Lions indomptables, les Africains retiendront leur souffle à l'occasion de la CAN 2021 dont le coup d'envoi a été donné cet après-midi à la capitale Yaoundé par le président camerounais Paul Biya. C'est la 2e Coupe d'Afrique organisée en terre camerounaise, l'édition de 1972. Le programme de la cérémonie d'ouverture porté par une parade qui était haute en couleurs de la musique et des chorégraphie ont rythmé les gradins du stade Olembe à l'image de la richesse culturelle du continent africain. Le grand événement du football mondial s'est déroulé dans une ambiance de fête et de convivialité, sans oublier le respect des gestes barrières. Cameroun 2021. Et le match d'ouverture qui opposait le Cameroun, pays hôte, au Burkina Faso a tenu toutes ses promesses. Des buts, il y en a eu. Le Cameroun s'est imposé sur le score de 2-1. Et pour parler de ce match, mais aussi de l'ambiance qui règne à Yaoundé, nous retrouvons en direct notre envoyé spécial Faisal Salah. Bonsoir Faisal. Bonsoir Riyad, c'est un grand match d'ouverture, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. De la Coupe d'Afrique des Nations, était juste belle l'ouverture, on a vu des belles images, le public camerounais était là, 48 000 spectateurs, ils étaient ici dans les gradins pour soutenir les Lions. Les Lions, au début ils ont encaissé un but, le Burkina Faso il a marqué grâce à Gustavo, c'était un but magnifique à la 24e minute. Après, on connaît tous l'histoire. Le Cameroun est revenu au score, la remontada elle était là et Aboubakr Vincent elle était là, 2 buts de pénalty, sifflé aussi par Mustapha Herbel, l'arbitre algérien. C'était un grand match, d'ailleurs il est avec nous, Stéphane Matok, le journaliste camerounais pour nous parler de ce match. Stéphane, c'était un grand match, le Cameroun a assuré. Oui effectivement le Cameroun a assuré, on a eu un peu de frayeur dans les 45 premières minutes. Mais dans la seconde manche, on a vu une équipe qui s'est réveillée.
qui a repris sa marque, avec un milieu de terrain qui a repris le contrôle du jeu. Et puis, le reste a suivi. Donc, on attend tout simplement que le même scénario puisse se reproduire dans les prochains matchs et qu'on puisse évidemment rester chez nous avec le trophée. Le Cameroun, il gagne 2-1. Est-ce qu'on peut dire que le Cameroun, en ce moment, est les favoris? Parce qu'il a gagné quand même contre une grande équipe, le Burkina. Oui, évidemment, c'est clair que d'après les statistiques, nous sommes pour l'instant la meilleure équipe. Nous avons 2 buts marqués, un seul but encaissé. Et on a arraché cette victoire à la suite d'une longue bataille, ça il faut le préciser. Une équipe du Burkina aussi qui n'a pas démérité, il faut le souligner. Et on ne peut que se satisfaire du spectacle qu'on a eu et se dire vivement que les prochaines rencontres soient aussi relevées. Merci beaucoup Stéphane. Le Cameroun 2, Burkina Faso 1. Dans le groupe A, il y a un autre match qui va se dérouler à ce stade de l'MB. 48 000 spectateurs, s'ils ne seront pas là, peut-être là, parce que la rencontre c'est entre l'Éthiopie et aussi le Cap-Vert. Faisal. Alors Faisal, il faudrait peut-être aussi souligner le bon arbitrage ce soir, dirigé par un trio algérien. Ah, l'arbitrage algérien. Quand on parle de l'arbitrage algérien, Mustafa Ghrbel, c'était juste magnifique. Il y avait aussi Abdelhak Chiali et Mokran Gourari. Quand on parle de l'arbitrage, il est rentré dans l'histoire, l'arbitrage algérien, parce que Mustafa Ghrbel, c'est le premier arbitre dans l'histoire de la Coupe d'Afrique à avoir utilisé le VAR ou la VAR. Dans ce match, la VAR a été utilisée pour donner au Cameroun l'égalisation. C'est la première dans l'histoire de la Coupe d'Afrique, vu que la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 en Égypte, on a utilisé la VAR au quart de finale et ne pas avant. Là, c'est la phase de poule. L'arbitre algérien était juste génial, était magnifique. Même les Burkinabés, les confrères burkinabés étaient juste à côté de moi. Ils me disaient que c'était un arbitre correct, malgré qu'ils ont concédé une défaite. Très bien, merci beaucoup Faisal pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Yaoundé. Et puis cette décision de la CAF concernant le nombre minimum de joueurs dans le cas d'une équipe touchée par le Covid-19. Toute équipe pouvant aligner 11 joueurs testés négatifs sera tenue de jouer le match, même si elle ne dispose pas de remplaçant sur le banc. En cas d'absence d'un gardien de but, un autre joueur de l'équipe devra le remplacer, à condition que le nombre total de joueurs disponibles soit d'au moins 11. Par ailleurs, si le résultat du test PCR Covid-19 d'un joueur est positif, ce joueur ne sera pas autorisé à se rendre au stade ou participer au match concerné. De la culture pour clore cette édition, direction le Théâtre National d'Alger. Un méga spectacle qui s'intitule Posticha a eu lieu hier soir, proposé par le metteur en scène Ahmed Rezzaq. Le spectacle présente plusieurs niveaux de lecture portés par plus de 70 comédiens. Cette nouvelle pièce de théâtre Posticha a régalé plus d'un. Les détails avec Amira Becher. Les amateurs du 4e art étaient au rendez-vous au Théâtre National Mahieddine Bachtarzi pour assister la Générale de Posticha, qui signifie dans le jargon algérois « petit problème imputé à autrui ». Près de 200 praticiens, dont des comédiens, des danseurs, des musiciens, venus de différentes régions d'Algérie pour participer de manière bénévole à cette première expérience du genre. Le metteur en scène Ahmed Rezzaq nous parle de son spectacle. L'histoire se passe dans un quartier. Et ça part d'un quartier de pauvres vers un quartier de riches. C'est dans des quartiers, c'est le quartier. Le Théâtre National voulait produire le spectacle, mais en tant que producteur, c'est-à-dire il ne pourra pas dépasser la trentaine. L'idée, c'était de rassembler le maximum de comédiens, le maximum de moulahnin, les musiciens, les danseurs, les chorégraphes, les scénographes, les comédiens, ou les aussi les professionnels, les stars de la télé, les professionnels du théâtre, les amateurs, les jeunes nouveaux, les formés dans des écoles et des conservatoires. Ça pouvait être une petite pièce qui pourrait réussir aussi, mais on voulait cette fois-ci rassembler tout le monde. Avec la collaboration des 2 théâtres d'Alger et de Mostaranem, ainsi que l'Office national de la culture et de l'information, en fin de spectacle, un hommage a été rendu aux disparus, en commençant par l'acteur Yassine Zaidi.
posticha continuera à se produire jusqu'au 10 janvier. Les revenus du spectacle vont être au profit de l'association Al-Amal CPMC, des malades atteints du cancer. Avant la fin de cette édition, retour au Cameroun où nous allons retrouver Faisal Salah. Il est en compagnie d'un invité surprise. Il s'agit de Patrick Mboma, l'ancien international camerounais, pour nous parler de cet événement, c'est-à-dire donc du début de la compétition, mais aussi de ce match, de ce premier match. Bonsoir Riyad. Aujourd'hui, le Cameroun a battu le Burkina Faso 2-1 avec moi, la légende camerounaise Patrick Mboma. Un grand match pour les Lions. Ils ont gagné leur premier match face aux Étalons. Je pense que l'essentiel, c'est la victoire. Je ne vais pas parler d'une grande prestation, mais le fait d'avoir su revenir au score, c'est bien pour le moral, pour la suite de la compétition. Il faut quand même rappeler que le Cameroun n'a pas pu disputer de matchs de préparation. Ils ont été annulés, donc c'était un 9 janvier. Pas facile de se mettre en route face à l'adversaire qui, sur le papier, est le plus coriace sur le groupe. Donc 3 points très importants. 3 points très importants. Un arbitre algérien pour cette rencontre. Il s'agit de Mustapha Ghorbel. Comment vous voyez ce qu'il a fait, Mustapha Ghorbel, le pénalty, la VAR, le deuxième pénalty? Il était courageux, l'arbitre algérien. Ouais, je pense qu'il a été juste. Hein. Les pénaltys, je pense que la faute de Bertrand Traoré existe. Ensuite, c'est dommage, le tacle n'était pas nécessaire. Donc 2 erreurs d'intervention qui ont été sanctionnées. Ensuite, je pense que M. Ghorbel aurait pu donner un carton rouge dès la première minute sur ce tacle de Steve Yago. Mais c'est très difficile à faire. Ce n'est pas une excuse. En tout cas, je pense que c'est un arbitre de qualité, il a démontré ce soir. Le Cameroun, est-ce qu'il a, on va dire, le potentiel pour gagner cette Coupe d'Afrique? Le Cameroun a l'avantage d'être à domicile. Cette première victoire est importante pour espérer une telle conclusion dans un mois. Certes, ce ne sera pas facile. Il y a les premiers favoris de cette compétition que sont le Sénégal et l'Algérie. Je ne sais pas dans quel ordre. Les équipes comme le Maroc ou le Mali sont impressionnantes. Mais le Cameroun est à domicile et ça, c'est un gros avantage. L'Algérie, elle joue à Douala le 11. Pensez-vous que l'Algérie peut garder son titre? Il y a une possibilité? Alors je l'espère pas parce que j'espère vraiment que ce soit le Cameroun. Mais bien sûr, le nombre de matchs sans défaite parle pour l'Algérie. Alors les plus difficiles iront dire qu'ils n'ont pas été capables de battre le Burkina Faso. Mais moi je pense réellement que le travail effectué par Djamel Belmadi avec un homme phare comme Riyad Mahrez vont permettre à l'Algérie d'entamer cette compétition avec un maximum de confiance. Un message pour les Algériens qui regardent la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Merci beaucoup Patrick Mboma d'être avec nous. C'est à toi Riyad, c'est que de la joie ici au Cameroun. Le Cameroun, je crois, ils vont pas dormir cette nuit parce que c'est une belle victoire et les Camerounais vont fêter cette victoire et ces 3 points. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Faisal. Profitez bien de cette belle ambiance. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Fatma Mani pour l'édition de 13h. Quant à moi, je vous redonne rendez-vous pour le 19h. Excellente suite des programmes sur Al24 News.